Et salut tout le monde! Il y a près de 550 millions d'années, la vie complexe explose dans les océans. Apparaît à cette époque l'ébauche de nombreux groupes d'animaux qui ne vont cesser de se diversifier, et ce jusqu'à nos jours. Il faudra attendre la période du Dévonien, située entre moins 420 et moins 360 millions d'années, pour que la vie se diversifie réellement sur les continents, où vont se développer des écosystèmes étranges, peuplés de champignons géants et d'une végétation primitive bien différente de celle d'aujourd'hui. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Si niveau biodiversité ce n'est pas la folie sur la terre ferme, dans les océans les choses sont bien différentes. Voilà près de 200 millions d'années que la vie foisonne et que la compétition fait rage. Proies et prédateurs se lançant dans une perpétuelle course à l'armement, rapidement des animaux aux formes étranges se spécialisent. Parmi eux, un groupe se démarque particulièrement, les placodermes, des vertébrés marins présentant des plaques osseuses sur la majeure partie de leur crâne et autour des branchies. Ces placodermes étaient très diversifiés, ils étaient présents tout autour du globe, des récifs aux eaux profondes en passant par les deltas. Majoritairement de taille modeste, un animal se démarqua des autres pour devenir un des premiers super prédateurs du fond des mers. Alors préparez-vous à faire la connaissance du véritable cauchemar du Dévonien, j'ai nommé Dunkleosteus. Et avant tout, n'hésitez pas à sortir votre meilleur coup de boule de pachycéphalosaure sur le bouton s'abonner, si vous souhaitez bien sûr soutenir la chaîne. Dunkleosteus terrelli est un prédateur marin ayant vécu il y a près de 370 millions d'années, durant la période du Dévonien. Pour vous resituer, les dinosaures ne vont apparaître sur Terre que plus de 130 millions d'années plus tard. Dunkleosteus fait donc partie de cette grande famille que sont les placodermes, une famille très importante car sans eux, nous n'existerions pas. Quoi? Répète. Je m'explique. Même si les placodermes ressemblent vaguement à des poissons, en réalité il n'en est rien. Aujourd'hui, on classe les poissons actuels en deux grands groupes. D'un côté, les ostéichtiens, représentant la majeure partie des poissons et dont le squelette, comme leur nom l'indique, est fait d'os. De l'autre côté, nous avons les chondrichtiens, représentés par les requins, les raies et les chimères, et dont le squelette est non pas fait d'os, mais de cartilage. Tous ces poissons sont contenus dans un groupe encore plus grand, les gnatostomes, un nom barbare donné à tous les animaux vertébrés possédant une vraie mâchoire articulée. Et bien sûr, si vous avez la capacité d'ouvrir la bouche comme ce fringant jeune homme à lunettes, félicitations, vous faites bel et bien partie de la famille des gnatostomes. À l'opposé des animaux à mâchoire, on retrouve le groupe des cyclostomes, ou littéralement bouche en forme de cercle. Ce groupe contient des animaux absolument charmants, comme la lamproie et la myxine. Pour la première, la bouche sert de ventouse pour se coller à ses proies et leur sucer le sang. Les myxines, quant à elles, sont de vrais petits cauchemars ambulants, capables de se faufiler dans n'importe quel cadavre. On reviendra sur ces derniers une autre fois, et préparez les sacs en carton, je vous préviens, vous n'êtes pas prêts. T'as de la merde dans les yeux, quoi. Pour toi, ce bac est propre. Il y a près de 550 millions d'années, lorsque les premiers animaux ressemblant vaguement à des poissons sont apparus, ces derniers étaient très primitifs, ne possédant même pas de nageoires et bien entendu pas encore de mâchoire articulée. Et ça va rester comme ça pendant très longtemps. Ces pré-poissons étaient plutôt des filtreurs, gardant leur bouche grande ouverte pour avaler tout ce qui passe dans leur gosier. Il faudra attendre le Silurien il y a environ 430 millions d'années pour que les choses changent avec l'apparition de nos fameux placodermes. Ces derniers présentent plusieurs avantages. Des plaques protectrices recouvrant au moins un tiers de leur corps et l'ébauche d'une mâchoire articulée, leur permettant de capturer plus efficacement leur nourriture. En 2013, un placoderme va particulièrement attirer l'attention. Son nom, Antelognathus primordialis, qui peut se traduire par première mâchoire complète. Alors que la plupart des placodermes présentaient une mâchoire rudimentaire en forme de bec, Antelognathus possédait une mâchoire bien plus complexe. On peut y voir certains os comme le dentaire qui compose encore aujourd'hui notre propre appareil masticateur. Ainsi, ce spécimen semble être le chaînon manquant pour comprendre comment notre bouche articulée est apparue. Les placodermes se placent donc entre les cyclostomes, dépourvus de mâchoire, et nous, les gnatostomes. On est pile au milieu. La mâchoire des placodermes, même simple, va totalement bouleverser les écosystèmes, conférant un avantage considérable sur les autres animaux. Ce faisant, les placodermes vont devenir les vertébrés les plus diversifiés de l'époque.
Depuis leur découverte au XVIIIe siècle, on compte aujourd'hui plusieurs centaines d'espèces réparties dans 8 groupes différents. Il serait bien trop long et ennuyeux de les énumérer, mais sachez juste qu'il y en a pour tous les goûts, et que certains ressemblent beaucoup à des poissons modernes. Les Brindabel aspida ressemblent aux chimères, les Renadina sont aussi plats que des raies, tandis que les Pseudopetalictida semblent être le produit d'une union contre nature entre Bugs Bunny et un aspirateur Dyson. C'est contre nature, hein. Notre Dunkleosteus se situe dans un autre groupe, les Arthrodires. Ces derniers possèdent un autre super avantage, des articulations entre chacune des plaques entourant la tête, leur permettant une plus grande mobilité. Moins Robocop que les autres placodermes, les Arthrodires vont en profiter pour être les plus diversifiés. Alors que certains vont imiter les baleines, à l'image d'Antineosteus en filtrant le plancton marin, la plupart de ces arthrodires vont être de redoutables prédateurs. Parmi eux, Dunkleosteus terrelli était le roi des rois. Avec une taille maximum estimée à 10 mètres de long, ce placoderme géant était le super prédateur de l'époque, surpassant de 2 mètres le plus grand des requins blancs actuels. Ça ne laisse pas indifférent. Les cartilages et les tissus mous se fossilisent encore rarement, seules les plaques de la tête et du torse de l'animal ont été retrouvées. Une question se pose donc, comment la taille de Dunkleosteus a été estimée? Eh bien grâce au sponsor officiel de la paléontologie, j'ai nommé le pifomètre. Vous trouvez les os d'un animal n'ayant aucun cousin actuel et vous êtes frustré. Pas de panique, prenez un mètre, jetez-le plusieurs fois par terre et le pifomètre fera l'affaire. Achetez-le avec le code Je veux pas finir au chômage et assurez-vous de sortir les articles scientifiques les plus sensationnels du moment. Plus sérieusement, d'où proviennent ces estimations? En dehors bien sûr d'un derrière de Triceratops. En 2017, des paléontologues estiment la longueur totale de Dunkleosteus à 8 mètres, en se référant à la longueur de la mandibule des requins actuels. Seulement, on l'a vu il y a peu, les placodermes ne sont pas des requins, et sont même très éloignés de ces derniers. Cela revient à estimer la taille d'un diplodocus en se référant à un éléphant, et je serais même pas étonné que ce soit déjà été fait. Mais au moins dans cette étude, il y a eu une certaine méthode, car en fait, dans la plupart des autres études, les scientifiques se contentent juste de sortir un chiffre au pif entre 6 et 10 mètres, sans détailler plus que ça. Ah oui, Jamy, c'est écrit dans le Coran. En 2023, une étude menée par Russell Engelman présente une méthode bien plus sérieuse. Il élabora un modèle mathématique permettant d'estimer la taille d'un poisson à l'aide des mensurations de son crâne. Il testa ensuite son modèle sur des poissons actuels et surtout sur des placodermes complets afin de voir si le modèle permet de prédire la bonne taille. Une fois la modélisation affinée, le paléontologue inclut notre Dunkleosteus au calcul. Les résultats indiquent que notre prédateur super méga supra énorme faisait plutôt entre 3 et 4 mètres de long maximum. On est donc très loin de ces fameux 10 mètres de long sortis du tiroir le plus poussiéreux d'un laboratoire. Le plus fou dans cette histoire, c'est qu'en 1875, le paléontologue John Strong Newberry estime Dunkleosteus autour de 4 mètres de long, en utilisant sensiblement les mêmes méthodes. Et ce, juste après avoir fait la guerre de sécession, définitivement des bols en titane le monsieur. Comme quoi, ce n'est pas parce qu'un article sorti récemment paraît compliqué en utilisant soi-disant des méthodes du turfu que c'est forcément gage de qualité. Même si Dunkleosteus était plus petit que prévu, il n'en était pas moins un prédateur puissant. En 2020, une étude tente de tester la résistance de la mâchoire de plusieurs placodermes. Basée sur l'analyse d'éléments finis, expliquée dans la vidéo des raptors, cette étude montre que la mandibule pouvait résister à un très haut niveau de stress, tout comme chez le grand requin blanc. 10 ans plus tôt, un modèle biomécanique testé sur des poissons actuels est appliqué sur Dunkleosteus. Les résultats indiquent que l'animal pouvait possiblement mordre à une puissance autour de 5000 newtons, ce qui reste 2 fois moins puissant que chez le grand requin blanc, mais autant que chez un gros lion par exemple. Ainsi, sa mâchoire robuste en forme de bec pouvait s'avérer être une arme redoutable dans les écosystèmes dévoniens. Ses énormes dents se comportaient comme de grands casse-noix, capables de briser les plaques d'autres placodermes ou la coquille des ammonites. Des céphalopodes marins très diversifiés qui s'éteindront en même temps que les dinosaures. Reportés par les auteurs de cette étude, plusieurs marques de morsures sur des crânes de Dunkleosteus nous suggèrent que ces animaux pouvaient aussi s'attaquer entre eux. J'aime me battre.
Les dents de Dunkleosteus ne sont d'ailleurs pas de vraies dents, celles-ci étant plutôt des extensions des plaques osseuses recouvrant le crâne de l'animal. Un crâne relativement massif, bardé comme un chevalier en pleine croisade, et ce, y compris chez les très jeunes individus. Là où chez la plupart des espèces, les petits sont fins et graciles, les Dunkleosteus juvéniles, eux, étaient prêts à en découdre très tôt dans leur vie. Pour comprendre pourquoi, il va falloir nous intéresser à un autre placoderme, Materpiscis. Exceptionnellement bien préservé, les paléontologues ont découvert dans ce fossile les restes d'un embryon encore relié à sa mère. C'est de toute beauté. On peut même y distinguer le cordon ombilical et le sac vitellin, la réserve de nutriments destinée aux bébés poissons. Materpiscis a ensuite été rejoint par deux autres placodermes, Incisoscutum et Ostropictodus, présentant également des restes d'embryons conservés à l'intérieur de leur ventre, sans trace de prédation ou de digestion je précise. Ces trois espèces ont d'ailleurs toutes été retrouvées sur le même site en Australie, suggérant qu'à l'époque du Dévonien, le site de Gogo était un lieu de ponte particulièrement prisé des placodermes. Ce que nous apprennent ces fossiles, c'est que les placodermes étaient a priori vivipares, c'est-à-dire qu'ils ne pondaient pas d'œufs et que les jeunes naissaient directement en sortant du ventre de leur mère. La viviparité peut donc expliquer pourquoi les jeunes Dunkleosteus étaient si développés. Sortir du ventre de la mère sans passer par la case petit œuf susceptible de se faire becquer par l'univers tout entier était un avantage certain. En parlant de reproduction, et plus particulièrement d'appareils reproducteurs, les placodermes nous ont sacrément gâtés. Chez les requins, la reproduction se fait par le biais d'organes spécialisés, les claspères, des sortes de tuyaux conçus pour acheminer le sperme jusqu'au cloaque de Madame Requin. Il est superbe ton spermatozoïde, Jamie. Une étude de 2014 passe en revue tout un tas d'appareils reproducteurs fossiles appartenant à des placodermes. Ces appareils génitaux étaient ossifiés ou recouverts de plaques, présentant souvent des épines acérées afin de maintenir la partenaire en place. Oui, la reproduction est rarement synonyme de plaisir dans le monde du vivant. Une espèce a d'ailleurs été particulièrement prolifique en ce qui concerne le nombre de pénis fossilisés qu'elle a pu fournir. Ainsi, les scientifiques, certainement après 4 à 5 pintes de chouf, ont nommé cette espèce Microbrachus dicki, signifiant... ouais, non, je vais vous laisser faire la traduction de votre côté. Ces claspères et cloaques fossilisés nous indiquent que les placodermes avaient recours à la reproduction interne, à différencier de la reproduction externe où les œufs sont fertilisés dans l'environnement extérieur. Même si on ne peut pas dire énormément de choses sur Dunkleosteus, l'étude d'autres placodermes nous en apprend beaucoup sur son mode de vie probable. Apparus il y a près de 440 millions d'années, les placodermes vont régner sur les écosystèmes marins pendant près de 70 millions d'années. Un règne sans partage qui va contraindre les requins, apparus un peu plus tard, à vivre dans l'ombre de ces monstres en armure. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et la planète s'apprête à vivre une de ses pires crises, l'extinction du Dévonien. Ça va mal tourner cette histoire. Survenue en plusieurs étapes il y a environ 370 millions d'années, cette crise aurait provoqué la disparition de 75% des espèces. Certains pointent la responsabilité des végétaux. En trop grand nombre sur le continent, ils auraient apporté beaucoup trop de matière organique dans les océans, ce qui aurait provoqué une diminution de l'oxygène dans l'eau. C'est ce que l'on appelle l'eutrophisation. D'autres évoquent des éruptions volcaniques survenues à différents endroits du globe, causant un changement climatique brutal sur toute la planète. Très complexe, cette crise mériterait une vidéo entière. Mais quoi qu'il en soit, l'événement provoqua la disparition totale des placodermes, offrant le champ libre à tout un tas d'animaux marins, dont certains groupes sont encore présents aujourd'hui. Dunkleosteus n'était peut-être qu'un brise-coquillage de 3 mètres, il n'en restait pas moins le plus puissant des prédateurs des mers dévoniennes. L'un des premiers grands prédateurs, signant le début d'une longue série de monstres marins redoutables. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. La Terre d'avant les dinosaures était peuplée d'animaux étranges et fascinants, et j'espère que cette virée dans les mers lointaines vous aura intéressé. Pour la prochaine, on reviendra vers les dinos, et faites-moi savoir lequel vous intéresserait le plus dans les commentaires. En attendant, portez-vous bien, et à très bientôt!